Mesdames et messieurs, bienvenue. Nouveau numéro face à face. La grande question tourne autour de l'alternance. On s'approche petit à petit de l'alternance. Je voudrais vraiment bien qu'on se pose la question. On y est peut-être sans le savoir. Un jour, on se réveillait un matin, il fallait faire une passation de pouvoir. Bon, il y a d'autres qui parlent des civilisés. Moi, je ne pense pas que ce soit civilisé. Mais c'est plutôt une passation quand même qui s'est passée. Un ancien président va passer les symboles de l'État à un nouveau président. Félix Tshisekedi devenait alors le 5e président de la République démocratique du Congo. Est-ce que cette date mérite les fêtes, les concentrations, les méditations? Ça mérite quoi exactement? On doit fêter la date, on doit la commémorer ou on doit la réfléchir? Et là, je reçois sur ce plateau une avocate. Pour la première fois, cette émission reçoit une dame. Nous recevons une dame dans Face à Face. Je veux dire la deuxième fois parce qu'on a reçu les étudiantes. Maintenant, la deuxième fois de recevoir une dame. Elle est avocate au barreau de Kinshasa-Gombe. Elle est membre ou cadre d'un parti qui s'appelle Dynamique Congo Uni. Et puis, elle s'appelle Maître Arlette Odia. Comment allez-vous? Merci beaucoup déjà de votre invitation, mais sinon, je me porte vraiment bien. Alors, vous êtes passé sur Tribune l'autre fois, les gens nous ont appelés, mais c'est bien, la première fois une femme quand même passe, et c'était une très bonne chose, les gens ont beaucoup aimé et ont beaucoup apprécié. Aujourd'hui, vous êtes cadre de Dynamique Congo Uni, le parti cher à M. Didier Tshimanga, conseiller spécial du chef de l'État. Oui, et donc le parti, vous êtes le parti qui soutient le président, mais vous n'avez pas de membres au niveau du gouvernement. Et de ce fait, vous soutenez les actions du président de la République. Voilà. Une année après, qu'est-ce qu'on retient de Félix Tshisekedi? Lorsque je vois l'anniversaire de l'an 1 de l'arrivée de Félix Tshisekedi à la tête du pays, du coup, ça suscite en moi une mélancolie. Et cette mélancolie qui m'envoie justement à penser à Étienne Tshisekedi. Je me dis que si les morts pouvaient ressusciter, on aurait bien voulu voir cet homme parmi nous pour apprécier, pour en tout cas admirer ce qui avait autrefois été un rêve. Je me souviens de l'une de ces phrases magiques qu'il prononçait souvent lorsque le peuple s'est retrouvé un peu désespéré. On se demandait est-ce qu'on finira par obtenir ce que l'on obtient. Qu'est-ce qu'on devrait obtenir? La restitution du pouvoir au peuple, parce que c'est de lui qu'émane le pouvoir. Étienne Tshisekedi disait toujours que tout au long de notre combat, nous n'avons jamais douté un seul instant de la victoire finale. Nous n'avons jamais douté du fait que le peuple finira par comprendre le sens de notre démarche. Et c'était quelle démarche? La démarche de vaincre la dictature, mais par la voie pacifique. Vous savez, beaucoup parmi nous ne croyaient presque plus, on avait vraiment perdu espoir qu'un jour, on verra les dictateurs qui se sont succédés à la tête, au sommet de l'État, partir. Et surtout que ce jour-là, il n'y avait pas grincement des dents, il n'y avait pas des sons qui avaient coulé, ni encore de larmes de joie. Et c'est un peu tout ça, on aurait vraiment voulu voir. Et Étienne Tshisekedi, aussi Mukendi, Thérèse Kapanga, ils sont tellement nombreux qui ont payé de leur sang pour l'arrivée de cette date historique. C'est du coup cela qui nous revient à l'esprit. Mais c'est quoi la tristesse ou encore la déception? C'est lorsqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, le peuple a complètement abandonné la lutte. On a abandonné la lutte et on se demande pourquoi. Parce que vous êtes au pouvoir, c'est normal. Non, non. Quel était ce que recherchait le peuple, en fait? La lutte du peuple n'avait jamais été dirigée contre un individu. Elle était plutôt dirigée contre un système. Et ce système existe encore. Vous savez que depuis l'avènement du chef de l'État à la tête de notre pays, nous n'avons pas encore connu de grandes réformes. Les animateurs dans le secteur judiciaire, ils sont les mêmes. Dans l'administration publique, ils sont les mêmes. Ça veut dire que c'est le même système de fonctionnement, c'est la même façon de faire les choses, du coup, c'est le même régime.
le même système, j'étais en train de dire. C'est ainsi que vous avez vu le chef de l'État, lorsqu'il s'est adressé à la communauté de la diaspora autrefois, je pense que ça doit être en Belgique, c'est pas en France, il a parlé du déboulonnage du système. Et nous devons nous appliquer à cela. Restez aux États-Unis. Voilà. Nous devons nous appliquer à cela. Nous ne devons pas abandonner la lutte. Mais ça fait 1 an. Oui, le 1 an... Rien n'a été déboulonné en tout cas. Justement parce que je suis en train de vous dire qu'on a vraiment comme l'impression, personnellement, j'ai comme l'impression que nous avons abandonné la lutte. Nous, c'est le peuple. Non, mais le peuple, c'est pas le peuple qui déboulonne. Le peuple a fait son travail aux élections. Mais qui vous dit ça? De déboulonner. Ce n'est pas seulement aux dirigeants de déboulonner. Nous sommes dans une démocratie participative. Celle-ci veut que tous mettent la main à la pâte pourvu d'atteindre des résultats. Nous avons tous un rôle à jouer pour le changement dans notre pays. Le changement n'est pas seulement au sommet de l'État, mais il s'agit vraiment... de grandes décisions qui changent. Nous influençons. Le peuple influence. Il influence les grandes décisions. C'est de lui qu'émane le pouvoir. L'article 5 de la Constitution parle de la manière dont le peuple exerce le pouvoir. C'est soit directement par les élections ou les référendums, indirectement par ses représentants. Et les représentants, ils sont là. Nous devons continuer à les accompagner. C'est cet accompagnement qui influence les grandes décisions. Et nous devons comprendre qu'il y a une couche, je dirais un groupe d'individus qui prennent plaisir à entretenir l'ignorance ou encore la psychose, la peur dans le chef du peuple, au point qu'on doit continuer à se demander est-ce que le président de la République il va y parvenir, est-ce que a une épine dans ses chaussettes, est-ce qu'avec le... Non, nous devons continuer à être confiants. Oui, mais être confiant même quand les réalités sont contraires, on va dire. Parce que, est-ce qu'aujourd'hui la question de l'épinosité du FCC ne devrait pas être posée, je crois, parce que tout le monde voit, tout le monde sait. À partir de quand le FCC devient une bonne personne, ou le FCC devient quelqu'un de bien qui va vous aider à avancer, je ne comprends pas. Je suis en train d'insister en disant que ce ne sont pas les têtes des personnes qui devraient nous intéresser, parce que la lutte avait été dirigée contre les systèmes et non contre les individus. Est-ce qu'on entend parler d'une autre lutte? Parce que si c'est la lutte que nous connaissons tous, on a vu le Calico, c'est Kabila dégage. C'était pas système Kabila dégage. On a vu Kabila Zongisa et Rwanda, c'était pas un système Rwanda. À un moment donné, je crois qu'il faut dire que le combat a été mené et sur les hommes et contre les hommes et par ricochet sur les institutions, peut-être. Mais sur les calicots, ce sont des slogans. Oui. On ne va pas résumer toute la lutte sur un calicot. On voyait d'abord la tête de celui qui était au sommet de l'État. Mais celui-là... Vous avez laissé le système. Et c'est là que Étienne Tshisekedi revenait toujours sur les faits qu'il fallait nous atteler sur les régimes. Même lorsqu'il avait des problèmes avec son adversaire d'antan, Mobutu, vous allez vous souvenir qu'il y a des vidéos que nous avons vues, au moment où il avait perdu l'un de ses enfants, Étienne Tshisekedi, sa femme, ils étaient là pour le soutenir, et c'est là qu'il venait à rassurer le peuple par rapport au fait que ce n'était pas la personne de Mobutu qui était son problème. Décédé, il n'est pas allé au deuil, hein, il faut le dire. Mais il faut savoir quelles étaient les circonstances qui avaient justifié cela. Alors, mais moi, je voudrais qu'on s'y attelle sur la question du bilan que nous avons. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fiers de cette année du pouvoir de Félix? Je suis fière du pouvoir de Félix et je pense que même notre peuple, dans son ensemble, devrait être fier du travail de Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'on se rend très facilement compte que ce n'est pas un jouisseur. Si c'était un jouisseur, il ne s'attelait pas à voir les gens faire leur travail tel qu'il le faut. Aujourd'hui, le président de la République est pratiquement en train de se battre seul, avec des collaborateurs, avec des animateurs de structures qui refusent carrément de travailler. Entre autres, vous aussi. Mais c'est justement pour cette raison que j'ai dit que nous ne devons pas abandonner la lutte, nous devons continuer à travailler. Et le peuple a sa façon de contribuer à la gestion de la chose publique, les animateurs dans les institutions également. Et si aujourd'hui le chef de l'État n'avait vraiment pas le cœur à l'œuvre,
on aurait remarqué qu'il serait assis confortablement dans son laurier, attendant de gonfler ses poches ou ses comptes, sans vraiment interpeller que ce soit le ministre, que ce soit les partenaires. Il est là toujours à susciter son peuple. On sent vraiment que c'est le fils de son père. Vous allez vous souvenir, permettez-moi encore de citer Étienne Tshisekedi lorsqu'il disait un peuple qui a connu plusieurs décennies de la dictature a toujours besoin qu'on lui rappelle qu'il est le souverain primaire. Et c'est tous ces multiples contacts entre le chef de l'État et son peuple pour les rassurer que malgré les difficultés dans lesquelles on se retrouve aujourd'hui, on doit continuer à espérer, on doit continuer à travailler. Qu'est-ce que votre parti fait en réalité? Quel est l'apport de votre parti dans la gouvernance de Fachi? La dynamique Congo Uni s'attelle beaucoup plus sur le changement des mentalités. Nous savons déjà qu'avec Fachi à la tête du pays, c'est déjà un signe de la démocratie, ce qui était la lutte de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et aussi, si on se met tous à travailler tel que les peuples ou encore le peuple, oui, je voulais dire, l'attend de nous, le progrès social sera aussi possible. Mais qu'est-ce que la touche de la dynamique Congo Uni? Ce travail sur la mentalité de notre peuple. Notre passé nous a laissé tellement de cicatrices de la dictature, des cicatrices d'un très mauvais fonctionnement de la chose publique, de telle sorte que notre comportement s'est dégradé au fil du temps. C'est ainsi qu'aujourd'hui, lorsque j'interpelle nos populations ou encore notre peuple à ne pas abandonner la lutte, c'est autrement vous demander ensemble de lutter contre les antivaleurs. Si nous les mettons au-delà de nous, nous saurons remporter tous les défis qui se présentent. Très bien. Votre président du parti, dit Congo Dynamique Uni, c'est ça? Monsieur Vidier Chibanga, c'est le conseiller spécial en matière de stratégie, si je ne me trompe pas, pour le président de la République. Quel est le bilan de ce qu'il fait au président, en fait, à côté du président? Quel est son apport dans la stratégie? Êtes-vous fier de la stratégie du président de la République aujourd'hui? Stratégie de la communication, stratégie politique, stratégie dans l'administration, stratégie de l'armée? Est-ce que vous êtes fier de ce qu'il fait aujourd'hui? Vous venez de rappeler que c'est le conseiller spécial en charge des questions stratégiques. Et vous conviendrez avec moi que la stratégie, elle ne se dévoile toujours pas au grand jour. C'est ça la force même du président de la République. On voit le résultat. Les résultats, c'est par exemple ce que je venais d'évoquer, le président qui est tout le temps en contact. Il sait qu'il est en face d'un peuple meurtri. Alors il est en contact avec lui, il tient plusieurs fois et personnellement les conseils de ministres pour aussi rentrer en ces contacts permanents avec les gouvernants. C'est ainsi qu'il a même rassuré notre peuple qu'en ce moment, il n'a pas encore vu un ministre lui désobéir. Quand bien même certains dénonceraient le fait qu'ils sont en train de subir de la pression. Si le ministre ne désobéissait pas, le président n'allait pas rappeler le ministre des Finances de débloquer. S'il le dit, parce qu'il a dit une fois, on ne l'a pas obéi, deuxième fois, on ne l'a pas obéi, et là, on est dans un, je crois, troisième avertissement. Il y a une chose entre l'obéissance ou encore la désobéissance et le fait de faire son travail. On peut obéir à quelqu'un, mais finalement, on ne fait pas son travail, soit parce qu'on ne sait pas le faire alors qu'on veut le faire, soit parce qu'on n'a pas la volonté de le faire. Mais ce n'est pas forcément créer une certaine tension entre le président et c'est de ça qu'il s'agit. Les conseils de ministres, les réunions de conseil de ministres se tiennent toujours dans un climat tempéré et tout le monde essaye, tel que nous le voyons, il n'y a pas de quoi ou encore des zizanies et chacun respecte l'un et l'autre, on se respecte mutuellement, mais c'est seulement le travail qui n'est pas fait. Les attentes de la population, elles sont tellement grandes, mais les animateurs ou encore les acteurs ne se mettent pas à la hauteur de la tâche, c'est ça. Il y a une question fondamentale sur la répartition des tâches au sein même du gouvernement. Le Premier ministre qui autorise à ce que le ministre de la Justice empiète sur les prérogatives du ministre de l'Intérieur, et cela se passe sous la barbe impuissante du Premier ministre. Alors, vous me dites que c'est un climat tempéré, vous me dites que c'est normal, ça? Oui, je suis en train de revenir encore sur ça.
je ne voudrais pas que l'on confonde les relations interpersonnelles et les relations professionnelles. Non, mais ça, c'est professionnel, c'est pas Et ça, interprofessionnel. voilà. Ça, c'est pas- Lorsqu'on parle interprofessionnel. d'obéissance à l'un ou à l'autre, moi je vois ça sous l'angle des relations interpersonnelles. Mais allons plutôt sous l'angle des relations professionnelles. C'est aujourd'hui, je pense, une déception pour ceux qui suivent le Premier ministre de près dans ses agissements, dans son action. À son arrivée, il avait inspiré beaucoup d'espoir. Mais curieusement, pendant qu'il travaille, on commence un peu à se rendre compte qu'il fait exactement le contraire de ce qu'on pouvait attendre de lui. Le chef du gouvernement doit se souvenir combien de temps a pris pour voir venir sa nomination. Il a été l'un de ceux qui étaient combattus par sa propre famille. Il ne devrait pas l'ignorer. Le peuple en qui nous nous reconnaissons a été de ceux qui ont soutenu sa nomination. On venait à expliquer, à défendre le fait que c'est l'âge de la sagesse, qu'il va nous apporter beaucoup de changements ou encore un élément de plus dans la gestion. Mais malheureusement, nous sommes en train davantage dénoter des faits négatifs tels que c'est une violation flagrante de l'article 93 de la Constitution. Cet article rend chaque ministre responsable de son secteur. On ne peut pas comprendre aujourd'hui que les attributions du ministre de l'Intérieur soient attribuées de manière vraiment cavalière au ministre de la Justice. On a encore vu le ministre Thomas Louaka, qui est de l'enseignement supérieur, s'arroger les prérogatives du ministre de l'Intérieur. Vous avez lu dans son communiqué, dans lequel il suspendait les activités sur les sites de l'université de l'UNIKIN, évoquer les questions de sécurité pour la fermeture des homes. Mais les textes de notre pays organisent des commissions interministérielles. Lorsque vous vous rendez compte que dans votre secteur, il y a le secteur de notre ministre qui intervient. Mais organisez des commissions interministérielles et chacun sera dans son assiette simplement pour se conformer à la Constitution. Et nous avons vu encore le Premier ministre interpeller ou encore coller une demande d'explication au ministre de l'Intérieur avec comme motif que le gouverneur du Congo central ne bénéficiait plus de la confiance de sa famille politique FCC. Mais lorsque on se réveille de la qualité de membre du gouvernement, ça veut dire qu'on se déshabille de son appartenance au parti politique. On a vu cet exploit seulement dans le chef du président de la République. Il est le seul qui, en étant membre de l'exécutif, qui a officiellement je ne voulais pas dire abandonné, qui a officiellement pris ses distances, vous voulez dire. Pris ses distances avec le parti, qui a conféré le pouvoir à un membre du parti pour s'occuper des affaires du parti. Mais à part lui, pouvez-vous me citer un autre? Au sein du gouvernement, il y a plusieurs présidents de partis politiques et ça viole l'article 97 de la Constitution. C'est vraiment triste. Alors vous comprenez avec moi qu'il n'y a pas un climat tempéré au sein même du gouvernement. Vous voyez que les gens se regardent comme des chiens de défaillance. Le gouvernement aujourd'hui, malheureusement, il se présente comme une masse hétérogène, ce qui ne devrait pas être le cas. En vertu du principe de la solidarité, mais en vous vertu... attendez à quoi quand vous faites une alliance avec... C'est justement parce que ce n'est pas de la naïveté finalement politique. Comment vous vous attendez à une sorte d'homogénéité alors que vous venez des endroits disparates? C'est ça la question qu'on se pose aujourd'hui. Parce que cela est possible. Lorsque j'aime bien citer Etienne Tshisekedi parce que je le lis tellement et c'est vraiment mon mentor. S'il y a quelqu'un que l'on voudrait qu'il revienne à la vie, je vous jure que c'est lui que je citerai, si cela était possible. Qu'est-ce qu'il dit dans le cas d'espèce, et pour répondre à votre question, que lorsque l'homme veut une chose, il peut l'obtenir. Lorsque un peuple veut s'affranchir, il peut y parvenir. Tout a été créé par la parole. Et c'était possible qu'avec la motivation du peuple et les interventions du président de la République, que même le plus mauvais de tous
reviennent à la raison. Vous savez que parmi ceux-là, les membres du gouvernement, ceux qui ne veulent pas se mettre dans la ligne ou dans la conduite du peuple d'abord, ils ont toujours une voix intérieure qui les interpelle sur les mal qu'ils font et sur les biens qu'ils devraient faire. Et tout cela, nous étions en train de croire que ça nous amènerait au fait que les gens pouvaient faire taire leur passion pour laisser parler la raison et former une masse compacte pour l'intérêt de notre peuple. C'est impossible. C'est encore possible, ce n'est pas impossible, c'est encore possible et même le président de la République, il est optimiste parce qu'il annonce des sanctions. Il pouvait bien déjà parvenir à ces mesures, à ces lourdes, fortes mesures, mais il continue à faire de mise en garde. Ça veut dire qu'il continue à y croire. Nous, peuple, nous devons aussi y croire. Il y a un détail que j'aimerais relever à ce point, c'est que le FCC, il est majoritairement constitué au gouvernement. À l'Assemblée nationale, disons dans toutes les assemblées. Et si aujourd'hui, le président de la République venait à perdre son mandat et à ne pas donner au peuple ce que le peuple attendait de lui, il est vrai que le peuple va sanctionner de tous. Mais lui, il aura un discours à présenter. Il pourra se justifier en disant que si j'ai échoué, c'est parce que vous-même, vous savez que nous avons été mis dans des circonstances telles qu'on ne pouvait pas réussir. Mais si vous me donnez un mandat dans lequel je sais travailler avec les personnes qui ont la même vision pour votre intérêt, ça pourra marcher. Et ce peuple qui, jusqu'à présent, et même après, continue à le soutenir, lui donneront sa voix. Mais le FCC n'aura pas de discours. Parce que en ayant travaillé seul, vous n'avez pas donné au peuple ce qu'il pouvait attendre de vous. Travailler en coalition, vous ne donnez toujours pas au peuple, surtout que c'est vous qui avez de commandes. Le président de la République est le chef de l'exécutif. Il règne, mais il ne gouverne pas. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. C'est le chef du gouvernement qui gouverne. Et aujourd'hui, c'est le FCC qui gouverne. Et l'échec du président de la République, il sera imputé au FCC parce que ce sera comme une épine dans les chaussures du président de la République. Donc, aujourd'hui, ceux-là qui estiment que le président de la République pourrait échouer parce qu'ils n'auront pas bien fait leur travail, ils seront simplement en train de vider leur carte pour obtenir encore un mandat de la part du peuple. Alors, il nous reste 8 minutes, mais posons-nous deux petites très bonnes questions. Vous êtes avocate, c'est vrai? Quelles sont les chances que vous donnez au président de la République s'il arrivait à dissoudre l'Assemblée nationale? A-t-il les mains libres? La tâche va-t-elle être facile? Comment vous interprétez la crise? Finalement, il y a beaucoup de choses là-dedans, mais qu'est-ce que vous en pensez? Votre lecture à vous? Il y a un problème qui suscite beaucoup d'interventions en ce dernier temps, c'était par rapport à la possibilité pour le président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Le principe est posé à l'article 148 de la Constitution, qui donne la latitude au chef de l'État de prononcer la dissolution. Mais il y a une formalité administrative, parce qu'elle est dans la Constitution, qu'on peut dire une formalité constitutionnelle que le président de la République doit respecter. Il faudrait qu'il y ait une crise. Alors aujourd'hui, j'ai suivi quelques communicateurs du FCC qui prétendent que le fait pour le président de la République de le faire serait une haute trahison. J'ai suivi les communicateurs de la MOUCA dire que le président de la République ne pourrait pas le faire parce que l'Assemblée est majoritairement constituée des FCC ainsi que le gouvernement. On doit déjà comprendre que la Constitution de la République que nous avons aujourd'hui, c'est un berceau pour le président de la République. Vraiment un berceau. Il prévoit toutes les solutions. Toutes les solutions, je suis en train de le dire, pour permettre au président de la République de s'en sortir. Est-ce possible
que le président de la République dissolve l'Assemblée nationale? Je réponds par une affirmative sans crainte d'être contredit. Laissez-moi vous le démontrer. Il faut d'abord comprendre ce que la Constitution entend par crise. Pour certaines personnes, crise, c'est la bagarre. Crise, c'est les conflits. Mais pas du tout. La Constitution n'est définie par la crise. Mais il faut comprendre par crise tout événement ou encore un incident qui ne permet pas le bon fonctionnement de ces deux institutions. Et pourquoi la Constitution met en cause l'Assemblée nationale et le gouvernement? Parce que l'Assemblée nationale est issue du gouvernement. C'est supposé que ces deux... est issu de l'Assemblée nationale. Oui. C'est ce que je voulais dire, merci de l'attention. Le gouvernement est issu de l'Assemblée nationale. Ce qui explique le fait que celui-ci, ils doivent travailler conformément et ensemble. Bien entendu, chacun dans son champ ou dans son domaine d'intervention. Mais qu'est-ce qu'on peut entendre aujourd'hui par crise? Et ce qui est possible, quand bien même le FCC serait majoritaire à l'Assemblée et au gouvernement. Prenons le cas d'un ministre qui pose des actes vraiment qui violent la Constitution, des actes qui violent tous les textes réglementaires dans son secteur, mais l'Assemblée nationale ne l'interpelle pas. Il n'y a rien qui est fait. C'est pratiquement une passivité. C'est une crise. La crise doit aussi être comprise comme une carence dans ce qu'on doit offrir au peuple. Prenons le cas des membres du gouvernement qui font des propositions, des projets de loi à faire soumettre à l'Assemblée. Et ces projets vont périr dans les tiroirs. Finalement, le chef de l'État peut se rendre compte qu'il y a une crise. On ne peut pas comprendre qu'autant de membres du gouvernement qui ont fait des tas de bavures ne sont pas interpellés par les députés tous. Alors on le voit tous, on ne voit pas des députés de l'Assemblée, du FCC Cash ou la Bouka, je ne sais quoi. Mais on se rend compte que les députés ne font pas leur travail. Ils n'interpellent personne. Et c'est comme ça qu'on y va. On se rend compte que l'Assemblée ne prend pas en compte les propositions de loi, ainsi de suite. Le président de la République peut constater la crise. Et lorsqu'il la constate, il consulte le président de la République. Et il consulte le Premier ministre. Il consulte les deux autres présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ceci, ce ne sont que des avis consultatifs qu'ils peuvent émettre. Ce ne sont pas des avis décisionnels. Et ils attendent le président de la République décider. Et même après les avoir consultés, le président peut encore revenir sur sa position. Parce que la Constitution dit, même en cas de la crise persistante, le président peut. C'est une faculté. Il peut ou ne pas. Il peut ou ne pas. Mais dans l'hypothèse où le président décide de prononcer la dissolution, j'ai suivi Steve Kivata qui dit que c'est là qu'il y aurait blocage parce que il sera obligé de contresigner. Non, il n'y a pas de contre, il ne faut pas qu'il commente les gens quand même. Hein. Non, l'article 79, alinéa 4 de la Constitution, prévoit les ordonnances du chef de l'État qui ne devraient pas contenir le contreseing du président de la République, et les dispositions de l'article 48 ne sont pas comprises. Ça s'explique que l'ordonnance de dissolution devrait contenir le contreseing du Premier ministre. Et pour Steve Kivata, ce serait un blocage parce que le Premier ministre est du FCC et il aura des injonctions à obtenir de l'ancien président de la République. Et c'est là qu'il se trompe. Parce que comme je venais de le dire, la Constitution de la République est un berceau pour le président de la République. Il aura une issue à l'article 90, alinéa 4 de la même Constitution qui prévoit que lorsque le Premier ministre est empêché, c'est le ministre le plus précédent qui assume l'intérim. Et en tant que, si seulement la volonté du président de la République est d'obtenir, on peut créer un empêchement. Et un déplacement, je ne sais quoi, et il y aura un premier ministre intérimaire qui va y parvenir. Mais on ne voudrait vraiment pas, arriver à cette situation. Pourquoi? Avec le ministre de la Justice. Voilà, le ministre de l'Intérieur qui pour le moment est le précédent de tout le ministre.
Mais le président de la République ne voudrait pas arriver là. Vous savez pourquoi? Simplement parce qu'il ne veut pas perdre le temps. Lorsqu'on lui avait demandé de fouiller dans le passé, il avait dit qu'il ne voudrait pas les faire, parce que ça nous ferait encore perdre du temps. La souffrance du peuple congolais, elle est tellement accrue, elle demande que nous mettions déjà des batteries en marche pour y parvenir. Alors, dissoudre le Parlement aujourd'hui, ce serait faire encore beaucoup de pas en arrière, et notre population ne pourrait pas en bénéficier. Nous sommes capables, chacun en ce qui le concerne, de se surmonter, de se surpasser pour l'intérêt de notre population. Merci beaucoup, Maître Arlette. On va terminer ce débat, mais la grande question est celle de savoir au sujet le président l'a si bien dit qu'il n'avait pas l'intention de dissoudre l'Assemblée nationale et qu'il avait bien d'autres... Même si ces phrases-là n'intéressaient personne, hein, on a vu que la suite. Oui, on a vu que la suite, on comprend. Aujourd'hui, quelles sont les chances pour le président de gagner bien son mandat, et on termine par là? Les chances du président, c'est d'abord que les concernés, les animateurs, comprennent le discours que chaque fois il le passe. Le président de la République a démontré combien c'est un conciliateur. Il a démontré combien il est patient, il est confiant. Il met l'homme au centre de son action. Lorsqu'on parle de l'homme, on voit aussi les membres du gouvernement, quelle que soit leur provenance ou encore leur appartenance politique. Donc, il suffit déjà pour les membres du gouvernement de bien comprendre ce que c'est la vision du peuple d'abord. On va arriver au résultat. Mais si ceux-ci n'arrivaient toujours pas à comprendre que le peuple attend beaucoup d'eux et que le chef de l'État, dans son arbitrage qui lui est conféré par l'article 69 de la Constitution, il n'arrive toujours pas à se convaincre du fait que ce genre-là travaille, il va arriver à l'extrémité. Il nous a dit dans son discours à la nation qu'il va user de toutes les cartes à sa disposition. Et on pourrait malheureusement, ou encore heureusement, les sorts vont nous le définir, arriver à cette dissolution et ça va décoller. Vous l'attendez? Bon, c'est la politique. On ne peut que prévoir, et la prévision, la prudence ou encore la clairvoyance nous oblige à prendre des précautions, de sorte que si elle arrivait, nous sachions comment nous y prendre. Très bien. On parlera dans la deuxième partie, un autre jour certainement, de la possibilité de la dissolution, voir qu'est-ce qui va se passer après, parce que il faut dire que la dissolution, elle n'est pas si facile qu'on le croit, mais elle n'est pas si compliquée non plus qu'on le croit. Voilà. Moi, je crois que ceux qui pensent que le président il serait bloqué, je ne vois aucun blocage. Non, c'est même pas possible. C'est seulement qu'il est patient et qu'il attend les gens agir. Hein. C'est vrai, je ne vois pas de blocage. Alors, que dit Congo, Dynamique Congo Uni? Comment vous vous organisez? Qu'est-ce qu'on retient de votre regroupement politique? Est-ce que vous avez besoin de nouveaux adhérents et tout ça? Vous pouvez passer le message et on va s'arrêter là. La Dynamique Congo Uni est un parti qui est créé en date du 19 avril 2015. À côté d'Etienne Tshisekedi, Vidi Chimanga, un révolutionnaire de tout le temps, était très inquiet ou révolté par la souffrance du peuple congolais. Il fallait absolument faire quelque chose pour changer sa situation. Ce n'était pas normal de voir que notre pays, qui regorgeait autant de richesses, tant dans le sous-sol que dans le sol, et même les richesses humaines, mais que l'on continue à croupir dans la misère. Et c'est tout ça qui avait poussé Vidi Chimanga à créer le parti politique. Vous allez convenir avec moi qu'il n'avait pas été facile de tenir vraiment un parti politique qui se créait dans l'opposition pendant que le système qu'on combattait était un système qu'on pouvait qualifier de dictatorial. Alors on a eu beaucoup de peine à assurer l'implantation du parti sur l'étendue de la République, parce qu'un parti politique, il a une vocation nationale et c'était un peu compliqué au départ. Mais Dieu merci qu'on a soutenu le président de la République. Vous voyez comment c'était un homme réaliste. Il savait qu'avec la difficulté que le parti avait connue pour son expansion sur les territoires nationaux, ce n'était pas prudent de nous lancer dans la campagne électorale. C'était au fait éparpiller nos chances. Pourquoi ne pas les mettre ensemble, accompagner le président de la République, le candidat, autrefois le candidat président de la République, Félix Tshisekedi, à conquérir le fauteuil présidentiel.
C'est ainsi que nous nous étions alignés près de lui, derrière lui. Dieu merci, la chance a souri, il est à la tête du pays, ça facilitait donc l'implantation du parti. Donc en ce moment, nous sommes en train de redynamiser les structures, nous sommes en train de l'implanter sur le territoire national et donc les portes sont ouvertes pour ces personnes qui veulent travailler avec nous. À la dynamique Congo Uni, c'est une autre façon de faire la politique. Nous nous mettons autour d'une table pour réfléchir, pour trouver des vraies solutions aux problèmes du Congo, pour réfléchir à chaque fois que l'on pense que le président de la République serait bloqué quelque part, nous fouillons. Alors nous fouillons dans la Constitution et différents textes pour finalement proposer la piste de solution et au peuple et au président de la République. Si aujourd'hui, chacun d'entre nous, peuple, lorsque je parle du peuple, là je peux même voir tous nos dirigeants, donc le peuple congolais, si chacun là où il est, il joue sa partition, on n'aura pas du mal à faire décoller notre pays. Merci beaucoup, maître Arlette Odia. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Kinshasa-Gombe et aussi cadre de Dynamique Congo Uni, le parti cher à M. Didier Tshimanga. Conseiller spécial en matière de stratégie, en charge des questions stratégiques. Parce qu'il faut être subtil avec les mots là-bas. Voilà. Merci d'avoir été nombreux, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Si vous avez aimé le débat, dites merci à l'équipe technique. Je vous retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.